Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence FABA-Multi. Le thème du jour, c'est la génétique et la maladie de Randio. Et c'est le professeur Brigitte Gilbert-Dussardier, qui est généticienne du centre de compétences de la maladie d'Andiosler au CHU de Poitiers, qui va présenter ce soir. Donc je vous laisse la parole, professeur. Donc bonjour à tous. Donc je vais bientôt partager mon écran. Donc comme je sais qu'il y a plus de personnes qui écoutent, qui sont des patients et des non-médecins, et que la génétique c'est souvent un petit peu obscur, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple. Voilà. En fait, on avait prévu combien de temps? Vous pouvez me dire À peu près 40 Ouais, présentations. 40 minutes. Oh, je suis presque sûre que je vais peut-être pas faire autant, mais il y aura peut-être des discussions après. Donc voilà, donc je vais vous passer mon PowerPoint. Toc. On a fait des essais. Normalement, ça doit marcher. Hop. C'est bon? C'est bon. Donc voilà, donc je vais vous parler. Alors, je sais que normalement, il y a déjà eu des webinaires sur la maladie de Randu-Osler, donc je vais pas, enfin, je vais juste à l'occasion, au passage, rappeler des petites choses, mais surtout qui peut nous servir pour la génétique. Mais donc, je vais surtout vous parler des aspects génétiques de la maladie de Randu-Osler. Donc, ça comporte plusieurs domaines, enfin plusieurs chapitres. D'abord, c'est une maladie qui est due à une mutation. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'une mutation dans un gène. Ensuite, on verra le mode d'hérédité de la maladie, comment il se transmet, quels sont les problèmes liés à ce mode d'hérédité et ce qu'on peut en conclure. Et du coup, par rapport à ça aussi, les implications sur les tests génétiques, à qui faire les tests génétiques et pourquoi. Donc, une mutation. Alors, ça, c'est un schéma que j'avais trouvé il y a très longtemps à l'époque, je crois que c'était le Okapi de mes enfants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a marqué que le génome contient 50 000 à 100 000 gènes ici, mais en fait, maintenant, c'est beaucoup moins. Est-ce que les personnes voient ma flèche ou pas quand je passe ma flèche? Non? On la voit. D'accord, ok. Donc voilà, donc le corps humain, il est fait de plein de cellules. Ces cellules, elles sont toutes différentes selon que c'est des cellules du foie, du pancréas et des cellules des vaisseaux. Nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être les cellules des vaisseaux. Mais par contre, donc le tour des cellules, ce qu'on appelle le cytoplasme ici, est différent selon les organes. Mais l'intérieur, là, le noyau, dans le noyau, c'est là qu'il y a toute l'information génétique. C'est un peu la même, c'est la même pour toutes les cellules de l'organisme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut étudier les gènes à partir de tous les tissus du corps humain. Mais le plus pratique, c'est la prise de sang. Donc, ça sera l'analyse sur une prise de sang. Donc, à l'intérieur de ce noyau, il y a des petits bâtons qu'on appelle des chromosomes. Et ces chromosomes, en fait, ces petits bâtons, c'est un long, long fil qui est complètement enroulé sur lui-même. Donc, petit à petit, on va aller vers une échelle de plus en plus grande. Et donc, voilà ici la taille de ce chromosome. Et ce chromosome, il est fait d'un fil, de ce fil-là, qui est la double hélice, qui est complètement enroulé. Pas toujours, mais souvent. Et donc, c'est cette fameuse molécule d'ADN, cette double hélice. Et à l'intérieur, vous voyez des petits barreaux, là, des petits barreaux comme des barreaux d'échelle ou des barreaux de chaise qui associent donc les deux fils qu'on voit de chaque côté. Et en fait, chaque barreau de chaise correspond en fait à une lettre de l'alphabet, de notre alphabet génétique. Et donc le gène ici, alors normalement il y a beaucoup plus que ça de petits barreaux. Donc c'est une partie de ce long fil et les gènes, les deux gènes qui vont nous intéresser. Donc ils sont faits comme ça de cette suite de petits barreaux. Et ces petits barreaux, ils vont être à l'origine d'un code. Et c'est ce code qu'on va retrouver pour fabriquer ce qui est intéressant, la protéine. La protéine, qu'est-ce que c'est? Bon, par exemple, le pancréas, il fabrique l'insuline. Bon, là, pour la maladie de Randy-Osler, les protéines, c'est des récepteurs, mais enfin, c'est quelque chose qui participe à la fabrication et surtout à l'équilibre des petits vaisseaux. Et donc, c'est cette protéine qui va sortir du noyau. Donc, le code, il se trouve partout dans le noyau là, on va l'étudier, mais après, dans les vaisseaux, il va sortir pour fabriquer cette protéine qui va faire son travail normal au niveau des vaisseaux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une mutation?
Donc là, c'est un peu le même schéma, mais enfin, c'est le même schéma, mais plus schématisé. Donc, on a ici toujours cette molécule d'ADN. Et donc, le code génétique, il est fait d'un alphabet à 4 lettres, ACTG. Bon, il y a des endroits où ça devient U, on ne rentrera pas dans le détail, mais ACTG. Et donc, cette séquence, cette lecture, normalement, c'est écrit à peu près dans les gènes. Dans les gènes, c'est à peu près pareil pour tout le monde. Donc là, on a déroulé l'hélice et voilà les codes. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a 3 petites lettres à chaque fois qui vont fabriquer ce qu'on appelle un acide aminé. Et quand les acides aminés se regroupent en eux, ça fait une protéine. Donc ici, à droite, là, vous avez un autre schéma. Alors, type sauvage, ça veut dire normal. Bon, par exemple, sur cette séquence, ce qu'on appelle une séquence, en fait, c'est la suite des lettres, hein, c'est la séquence. Séquence, ça veut dire suivre, donc c'est la suite des lettres. Donc là, dans ce petit bout de gène, normalement, la séquence normale, c'est A, T, G, G, C, T. Et puis là, en dessous, on est à A, T, T, G, C, T, parce qu'il y a un G ici qui s'est transformé en un T. Donc ça, c'est une première forme de mutation. En dessous, ici, on a carrément le G là, qui était au milieu, ben, il a sauté, ça s'appelle une délétion, ATGCT. Et puis là, au contraire, il y en a un qui s'est mis en plus, une insertion, un A. Donc, c'est ça qu'on appelle toutes ces modifications par rapport à la séquence normale. C'est ça qu'on appelle une mutation. Et du coup, par exemple ici, un GGA qui est dans le noyau, qui est le code, normalement, il va fabriquer un acide aminé qui va fabriquer une glycine, mais s'il y a une erreur, si le GGA il est transformé en AGA ou il est transformé en GAA, au bout du compte, on n'aura pas le même acide aminé et donc on n'aura pas la même protéine. Et cette protéine, elle ne va donc pas bien fonctionner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une mutation. Donc c'est une erreur dans le code génétique, hein, c'est ce qu'on appelle entre guillemets une faute d'orthographe dans notre alphabet génétique qui va survenir, ça je ne vais pas rentrer dans le détail, soit on l'a hérité, soit elle survient par hasard, mais on pourra en reparler. Mais tout le monde est porteur de mutations, enfin de choses différentes, mais souvent ces mutations n'ont pas de conséquences. Et puis de temps en temps, elles ont des conséquences et sont à l'origine de maladies génétiques qui peuvent donc se transmettre. Donc, on va voir à partir de là donc, les différents problèmes génétiques que pose la maladie de Randy-Osler et en particulier le mode d'hérédité. Donc là, il va y avoir plusieurs mots qui sont compliqués que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc l'hérédité, bon ça va, hein, on sait que c'est la transmission de génération en génération. Mais la maladie de Randy-Osler, elle est à hérédité autosomique dominante et à expressivité variable. Donc, on va voir à quoi correspondent ces différents termes. Autosomique, ça veut dire que c'est sur un autosome. Ça veut dire que l'autosome, c'est ce qui le différencie des chromosomes sexuels. Bon, on a 46 paires de chromosomes, dont 2 chromosomes sexuels. Mais là, ça veut dire que la mutation, alors je vais vous dire, je suis en train de penser que quelqu'un va me demander sur quels chromosomes sont situés les gènes de la maladie de Randy-Osler. Je ne le sais même pas. Parce qu'en fait, nous, on raisonne en gènes. Alors, je pourrais le rechercher s'il y en a qui me posent la question, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, les 2 gènes, ils sont sur des autosomes, c'est-à-dire des chromosomes qui sont pareils chez les hommes et chez les femmes. Ça veut dire que cette maladie-là, elle touche aussi bien les hommes que les femmes. Souvent, après, avec des formes un peu différentes chez les femmes que chez les hommes, parce que, OK, il y a les gènes de la maladie de Randy-Osler, mais ces gènes, d'abord, enfin, on va voir, ils vont intervenir dans un contexte de gènes, et en particulier après, les femmes, elles ont par exemple un environnement hormonal différent de celui des hommes. C'est peut-être ça ou d'autres choses qui peuvent expliquer que, en particulier, les femmes font plus souvent, par exemple, des atteintes hépatiques de la maladie plutôt que les hommes. Donc ça, autosomique, ça veut dire touche aussi bien les hommes que les femmes. Dominant. Dominant. Il faut d'abord dire que pour chaque gène, que ça soit pour la couleur des yeux, la taille, la couleur des cheveux, pour chaque gène, on en a 2 exemplaires. Et nous, on appelle ça, ces exemplaires, on appelle ça des allèles. Il y a un exemplaire qu'on reçoit de son père et un exemplaire qu'on reçoit de sa mère. Et c'est ça, l'association des 2 exemplaires qui va déterminer la transmission de la taille, des couleurs de cheveux. Ça, ce n'est pas des maladies, mais également des maladies. Et quand une maladie est dominante, ça veut dire que l'allèle, c'est-à-dire l'exemplaire qui porte la mutation, qui est porteur de la maladie, est dominant par rapport à l'allèle normal.
Ça veut dire que si on a un seul des 2 exemplaires qui a une anomalie génétique, on va déclarer la maladie. Il y a d'autres maladies où quand on a un seul allèle muté, on n'est pas malade. Il faut avoir les 2 pour être malade. Mais là, le fait qu'être dominant, c'est que cet allèle qui est porteur de la mutation, il va être dominant par rapport à l'allèle normal. Et donc, quand il sera là, eh bien, même si l'autre allèle en face est normal, la maladie va se déclarer. Donc, je vais vous montrer 2 petits schémas. Bon, d'abord, ce schéma-là, où ici donc est représenté, on va dire par exemple que c'est le gène de la maladie de Randy-Osler. Celui, l'allèle, l'exemplaire normal, il est en blanc. Celui qui a la mutation, il est en noir. Donc, vous voyez qu'un individu qui est malade, il va avoir un allèle muté, un allèle normal. Et qu'est-ce que ça va donner dans sa descendance? Chaque individu va fabriquer ce qu'on appelle des gamètes. Des gamètes, c'est-à-dire chez les hommes, c'est les spermatozoïdes, c'est les cellules sexuelles. Chez les hommes, c'est les spermatozoïdes. Et chez les femmes, ce sont les ovocytes ou les ovules. Donc, chaque individu va fabriquer ces gamètes, les hommes des spermatozoïdes, mais dans chacun des gamètes, dans chaque spermatozoïde de l'homme ou dans chaque ovocyte de la femme, il y aura un seul exemplaire. C'est-à-dire que les 2 exemplaires qu'on a dans toutes les cellules, qu'on voit dans la prise de sang de l'individu, au niveau du gamète, du spermatozoïde ou de l'ovocyte, il va fabriquer des spermatozoïdes ou des ovules qui contiennent la mutation et d'autres qui n'en contiennent pas. Et donc, l'allèle d'un parent, ici muté, il va se combiner avec l'allèle des parents. Vous avez compris là que du coup, ça fera un enfant qui se retrouve avec le même nombre de gènes que les parents. C'est pour ça qu'en fait, on ne reçoit que la personne divise ses chromosomes en 2 pour n'en donner qu'un seul, un seul gène. Et en recevant un autre de la maman, voilà. Et donc, vous voyez qu'une personne atteinte ici, elle donnera soit le noir, soit le blanc. Et donc, elle aura soit un enfant qui n'a pas la maladie, soit un enfant qui va avoir le gène noir et comme il est dominant, qui va être prédisposé à la maladie, et donc avec un risque de transmission dans la génération. Un autre schéma qui est de présentation différente. Donc ici, vous avez le parent qui est porteur de la maladie. Ici, en bleu, le parent qui n'a pas la maladie, qui n'a pas de mutation. Donc, la personne ici qui est porteuse, elle va fabriquer, je vous l'ai dit, un gène normal, un gène avec la mutation. Et du coup, il va y avoir 4 combinaisons possibles avec les 2 exemplaires normaux de la personne qui est saine. Et donc, la probabilité, les 4 probabilités, vous mélangez soit le rouge avec un des 2 bleus là, soit le bleu du monsieur rouge ou de la personne rouge avec, j'ai décidé que c'était le monsieur qui était atteint. C'est comme et donc, soit avec l'allèle bleu avec les deux bleus de la personne saine, et donc 4 possibilités. Et vous voyez qu'au bout du compte, il y aura 50% des personnes, des enfants d'une personne atteinte. Le risque, il est de 50%. Donc, généralement, le plus souvent, un individu atteint a hérité de la maladie de l'un de ses 2 parents. Ça, c'est le plus souvent, mais ce n'est pas toujours le cas. De temps en temps, il peut être le premier, parce qu'une maladie génétique n'est pas toujours héritée. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on fabrique un enfant, là, je vous ai montré les schémas d'avant, il peut y avoir des petites modifications dans toute la séquence du gène qui apparaît. Et donc, il y a des individus, on va les analyser, on va trouver qu'ils ont une mutation. Et d'ailleurs, on ne trouve pas d'antécédents dans la famille avant. Et en fait, ils sont les premiers de la lignée. Parce qu'un jour, il y a toujours un premier de la lignée. Mais le plus souvent, dans cette maladie, donc, un individu a hérité la maladie d'un de ses 2 parents. Et l'enfant d'un sujet atteint a donc 50% de risque d'hériter de la prédisposition à la maladie. Je dis bien la prédisposition. Et ce 50%, c'est une statistique. C'est-à-dire qu'en fait, tout va dépendre du hasard au moment de la conception de l'enfant. Est-ce que le spermatozoïde qui est porteur de l'anomalie génétique, est-ce que c'est celui qui va être choisi, qui va féconder l'ovocyte ou un autre? C'est le hasard total au moment de la conception. Donc statistiquement, c'est 50%, mais comme c'est complètement le hasard, une personne qui est atteinte
elle peut avoir soit tous ses enfants atteints, soit aucun atteint, soit toutes les combinaisons possibles. Donc, je vous ai expliqué que le risque statistique, il est de 50%, mais après, au moment de la conception, quand il va y avoir la conception d'un deuxième enfant, l'organisme ne va pas se rappeler de ce qui s'est passé à la conception de l'enfant d'avant. Donc voilà, ça, on donne un risque, mais après, pour une personne concernée, ce risque ne va pas forcément être respecté dans sa descendance. Ce n'est pas parce qu'il a eu un premier enfant qui est atteint que le deuxième ne sera pas atteint et inversement. Donc là, on a compris ce que ça voulait dire autosomique dominant, les hommes autant que les femmes atteints, que le gène il est dominant, ça veut dire que finalement, ça va pouvoir se transmettre de génération en génération, un petit peu dans toutes les générations. C'est un peu ça qu'influe le caractère dominant. Expressivité variable, ça veut dire que dans une même famille, les différents membres d'une même famille peuvent tout à fait avoir des symptômes différents. Ça, on ne sait pas très bien complètement pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une même famille, tous les individus n'ont pas les mêmes gènes. Donc, effectivement, il y a la même mutation, mais elles travaillent dans tout un environnement qui est différent d'un individu à l'autre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait les hommes et les femmes, il y avait un environnement hormonal qui est différent. Et puis après, il y a aussi peut-être un environnement de la vie, de différentes choses, de l'alimentation. Ça, on n'a pas de preuves de tout ça, mais en tout cas, il y a une expressivité variable et donc une gravité différente de la maladie. Et je vais vous montrer un arbre généalogique d'une famille que j'ai vue, parce que le plus souvent, ah mince, c'est pas, oui, alors attendez, avant d'arriver à l'arbre généalogique, je voulais juste rappeler justement que les symptômes dans cette maladie peuvent être extrêmement différents. Les plus fréquents, donc ça, vous avez sans doute déjà vu, les plus fréquents, ce sont un petit peu les téléangiectasies dans le nez ici, qui vont provoquer ces fameux épistaxis, ces saignements de nez, donc ces petites taches rouges qui sont dans le nez. On y reviendra, les taches, elles saignent surtout parce qu'il y a un passage d'air. C'est le fait que l'intérieur du nez soit sec, qu'il y a un passage d'air qui fait saigner. Mais il y en a aussi dans des téléangiectasies, c'est ces petites taches violettes, on reverra tout à l'heure, qui apparaissent donc sur la langue, sur les lèvres, sur les doigts. Il peut y en avoir au niveau des lobes des oreilles. Il peut y en avoir un petit peu aussi au niveau digestif, plus bas dans l'œsophage ou dans le tube digestif. Et puis, il peut y avoir ces fameuses malformations artério-veineuses qu'on a tendance à appeler MAV, qui peuvent être cérébromédulaires, pulmonaires ou hépatiques, avec un facteur de gravité qui est souvent plus grave, pas forcément que les digestifs, mais en tout cas plus grave parce qu'il peut y avoir des complications brutales, comme par exemple si la malformation artério-veineuse se met à saigner, ou s'il y a une malformation artério-veineuse, une MAF pulmonaire qui se complique d'un accident vasculaire cérébral ou d'un abcès du cerveau ou d'une septicémie. Donc ça, c'est des choses, voilà, qui tout d'un coup, il peut y avoir des complications beaucoup plus graves. Et donc, dans une même famille, donc là, je vous montre une famille, c'était une famille qui était connue. Donc nous, notre arbre généalogique, voilà, on le représente avec les hommes des carrés, les femmes des ronds, ceux qui sont atteints en noir, ceux qui apparemment n'ont pas de symptômes en blanc. Et puis, on les nomme pour respecter un petit peu souvent dans nos correspondances avec nos collègues, puis pour qu'on soit d'accord, sur nos arbres généalogiques, on fabrique les différentes générations, on les marque en chiffres romains, grand 1, grand 2, grand 3, et après, en horizontal, dans chaque génération, petit 1, petit 2, 1, 2, 3, 4, en chiffres arabes. Donc cette famille, en fait, ils avaient des épistaxis, ils savaient qu'ils avaient une maladie de Randy-Osler. Bon, ben, en général, ils s'en accommodaient, comme beaucoup de personnes, en sachant que c'est quand les personnes vieillissent que tous ces épistaxis deviennent quand même beaucoup plus graves. Et puis un jour, il y a ce petit garçon là, grand 3, petit 3, qui avait 2-3 ans, qui arrive aux urgences d'un hôpital périphérique en pédiatrie avec tout d'un coup un coma brutal. En fait, il avait une hémorragie cérébrale. Et c'était lié, en fait, il avait une malformation artério-veineuse cérébrale qui s'est rompue dans son cerveau. Et il se trouve que l'interne en pédiatrie était passée en génétique et que quand elle a entendu que le papa avait une maladie de Randy-Osler, elle a fait le lien entre les deux parce que ces maladies rares, tout le monde ne connaît pas. Voilà. Alors malheureusement,
Ce petit garçon, il a des complications de son hémorragie, il a perdu la vie, il a quand même eu des séquelles un petit peu sur son développement. Mais vous voyez que du coup, dans la famille, la perception de la maladie, de la gravité de la maladie a changé. Parce qu'en fait, bon, les gens, ils savent que dans leur famille, il y a des gens qui saignent du nez, je vous dis, ils s'en accommodent, et puis tout d'un coup, il y a une forme grave. Et donc, c'est ça l'expressivité variable, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ce petit garçon, avec la même mutation que son papa, que sa tante, que son grand-père, avec la même mutation, il a, je m'excuse parce que je ne regarde pas la caméra, ah, ben, de toute façon, il ne me voit pas à la caméra, il voit que le PowerPoint, donc c'est pas la même. Et donc, du coup, voilà, la perception de la maladie change et du coup, les gens vont être beaucoup plus demandeurs du coup de faire des tests génétiques, ça on en reparlera. Mais voilà, c'est où l'importance. Et ce qui est compliqué dans cette expressivité variable, c'est que finalement, quand on va faire un test génétique à un enfant assez jeune ou un jeune adulte, on ne va pas être capable de lui dire ce qui va arriver dans sa vie. On va lui dire qu'on va pouvoir dépister des choses graves, enfin des malformations avant qu'il y ait des complications, pour éviter des complications, mais on ne peut pas prédire par rapport à ce que les autres membres de la famille ont, ce que eux vont avoir. C'est ça qui est un petit peu la difficulté de cette expressivité variable. Donc, on a vu les mutations, l'hérédité autosomique dominante avec transmission de génération en génération, mais une expressivité variable qui est un petit peu difficile à gérer sur le plan du conseil génétique. Donc, un petit mot, je dirais, sur le gène, parce que ça, vous l'avez peut-être vu, on vous l'a déjà traité peut-être quand vous avez eu le cours sur la maladie de Randy-Osler. Donc, cette maladie de Randy-Osler, bon, elle s'appelle comme ça parce que c'était surtout, je crois, je sais pas si c'était des ORL ou des dermatos qui l'avaient décrit. Il y avait même un troisième nom que j'ai oublié. Mais bon, c'était la plupart des Français, donc du coup, ça a été transformé en télangiectasie hémorragique héréditaire. Il y a une chose qui est importante à savoir et à bien dire aux médecins que vous voyez, c'est pas une maladie de la coagulation du sang. Parce qu'en fait, moi, j'ai encore eu récemment, là, il y a un anesthésiste qui m'a contacté par mail parce qu'il y a une dame, je crois, qui devait peut-être, je ne sais plus très bien, qui devait accoucher ou avoir une opération gynécologique. Et il avait peur qu'elle fasse des hémorragies utérines. Parce qu'en fait, eux, ils connaissent plus les maladies hémorragiques, l'hémophilie et tout, mais ce n'est pas une maladie de la coagulation du sang. C'est en fait, le problème, c'est que les petits vaisseaux deviennent trop gros et donc vont être fragilisés quand il va y avoir des agressions sur ces vaisseaux. Donc, c'est une maladie vasculaire. Ce n'est pas le sang qui est malade, c'est le vaisseau. Hein, c'est pas donc une maladie vasculaire. Et ce qui est atteint, c'est le problème de l'angiogénèse. L'angiogénèse, angio, ça veut dire vaisseau. Hein, quand on va chez l'angiologue, c'est le spécialiste des maladies vasculaires. Et génèse, c'est la formation des vaisseaux. Donc en fait, chez l'individu normal, vous voyez que normalement, vous savez qu'on a tout un système de vaisseaux qui part du cœur vers la périphérie. Ce sont les artères. C'est elles qui vont amener l'oxygène au niveau de tous les organes qui en ont besoin. Après, elle va se diversifier en tout petits vaisseaux qui s'appellent des capillaires. C'est eux qui vont rentrer dans tous les endroits, y compris jusqu'au bout des doigts, pour diffuser l'oxygène. Et puis, ces petits vaisseaux, ils repartent par les veines pour emmener tous, en particulier l'oxyde de carbone, le gaz carbonique, pour ramener ce qui n'est pas bon pour l'éliminer au niveau du poumon et du cœur pour l'éliminer et puis reprendre de l'oxygène. Et en fait, ce qui se passe dans la maladie de Randy-Osler, c'est que ces petits vaisseaux, au lieu de rester à leur taille, parce qu'en fait, dans l'organisme, tous les tissus se renouvellent régulièrement. Vous savez que la peau, quand on prend des coups de soleil, la peau se renouvelle régulièrement. Là, le problème, c'est que ces petits vaisseaux, quand ils vont vouloir grossir parce qu'ils sont remplacés, ils vont devenir trop gros. Et quand ils deviennent trop gros, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on va les voir apparaître sous la peau. On les voit apparaître sous la peau au niveau du visage, au niveau, ce que je vous ai montré, les télangiectasies cutanées. Elles vont apparaître dans le nez. Dans le nez, c'est parce que le passage d'air, la sécheresse, les traumatismes, c'est ça qui va les faire saigner parce que ça devient fragile. Dans la bouche aussi. Des fois, ça peut se mettre à saigner dans la bouche, dans le tube digestif. Et puis,
il y a aussi les malformations artério-veineuses. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la maladie. Et c'est pour en revenir un petit peu à la fonction du gène. Ça, c'est peut-être la diapositive un petit peu compliquée. On sait qu'il y a 2 gènes qui sont impliqués dans la maladie de Randy-Osler, ACVRL1, qu'on appelait avant ALK1, qui est le plus souvent impliqué. On croyait que c'était l'inverse au début, mais c'est le plus souvent impliqué. Et puis l'endoglyne. Alors, je crois que je me suis trompée d'ailleurs. Là, j'ai marqué ELN. Et ce n'est pas ELN, c'est ENG. Parce que ça, c'est l'élastine, ce que je vous ai marqué. Alors, attendez, je vais voir si je peux le changer. Toc, toc, toc. Hop. Voilà. Je vais repasser en diaporama. Voilà, donc 2 gènes. Alors, celui qu'on appelait ALK1 avant, maintenant, il s'appelle ACVRL1 et puis ENG. Et donc, en fait, alors là que c'est compliqué, c'est ce qu'on appelle des récepteurs. Tout notre organisme est une énorme usine qui fonctionne en permanence avec des informations qui arrivent. Et ici, si vous voulez, en bas, c'est un peu, ça représente une cellule d'un vaisseau. Une cellule d'un vaisseau avec ici le noyau, c'est ce qui était rond tout à l'heure, je vous disais que c'était tous les gènes étaient les mêmes. Et puis ici, à l'extérieur du vaisseau, le cytoplasme. Le vaisseau, il va recevoir une information avec différents récepteurs qui arrivent de, c'est pour ça qu'on appelle ça un récepteur, ça arrive de l'extérieur, ça se fixe sur le bord de la cellule. À l'intérieur, il y a une partie qui est dans la cellule. Et ça, ces récepteurs, ils vont apporter des informations à la cellule en disant, bon, maintenant, le vaisseau, il est un petit peu trop vieux, il faudrait le remplacer. Donc, il faudrait se mettre en action pour fabriquer le vaisseau. Et donc là, vous voyez que dans cette partie-là, il y a un équilibre. Ici, ces gènes, on les a représentés par des petits traits rouges. Ces gènes, eux, ils vont être responsables de la progression de l'angiogénèse, c'est-à-dire qu'ils vont stimuler la croissance des vaisseaux. Et puis au contraire, ici, vous avez un autre complexe dans lequel on voit qu'il y a ALK1, bon, c'est le schéma est un peu ancien, mais ACVRL1 et l'endoglyne. Et eux, ils vont fabriquer, ils vont être à l'origine plutôt là, de des petits carrés verts. Et eux, ils vont être responsables d'arrêter l'angiogénèse quand le vaisseau est devenu trop gros. Donc, en permanence, dans notre organisme, quand tout est normal, il y a un équilibre entre la progression de l'angiogénèse et puis l'arrêt quand le vaisseau est d'une bonne taille. Quand ce système ici, ALK1 ou endoglyne, a une mutation dans le gène, du coup, cette petite protéine, elle ne va pas fonctionner normalement. C'est-à-dire que les petits carrés verts, là, ils ne vont pas fonctionner normalement. Du coup, la balance, elle va aller vers la progression de l'angiogénèse. Il y a trop d'angiogénèse et donc avec des vaisseaux qui deviennent trop gros ou des malformations artério-veineuses vasculaires. Donc ça, c'était un petit peu pour vous parler du fonctionnement du gène. Maintenant que j'ai dit tout ça, du coup, troisième, disons, la conséquence de tout ce qu'on sait par rapport au mode d'hérédité, par rapport à la présentation variable, par rapport au mode comment ça fonctionne le gène. Il n'y a pas très longtemps, à peu près, je dirais qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, ouais, je dirais une petite vingtaine d'années qu'on connaît les gènes, c'est-à-dire après l'année 2000, qu'on connaît les gènes impliqués dans la maladie de Randy-Osler. Donc du coup, le test génétique, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est? Donc je vous ai dit que les gènes, ils sont tous les mêmes dans toutes les cellules de l'organisme. Donc le plus facile pour l'étudier, c'est les globules blancs de la prise de sang. Donc on fait une prise de sang. On va dans les globules blancs, on en retire ce qu'on appelle l'ADN et puis on va rechercher la mutation. Donc c'est une prise de sang qui part au laboratoire. Eux, ils savent. Alors soit c'est le premier individu, alors ça je ne suis pas trop rentrée dans les détails, mais soit c'est le premier, j'aurais pu aller un petit peu plus loin, mais on en reparlera peut-être dans les questions. Soit c'est le premier individu d'une famille, on ne sait pas où est la mutation, et donc il va falloir lire les 2 grands livres
Il y en a d'autres, hein. Il y en a un qui est beaucoup moins fréquent, qui est SMAD4 et puis d'autres, mais il va falloir lire les 2 grands livres, hein. C'est comme lire un livre du début à la fin en cherchant la moindre faute d'orthographe. Ça s'est beaucoup accéléré depuis les dernières années et maintenant, ça va relativement vite, hein. En quelques semaines, on peut avoir trouvé la mutation. Soit c'est quelqu'un dont la famille, dont la mutation est connue, et donc on va rechercher exactement la même mutation puisqu'elle se transmet toujours pareil. Et là, le laboratoire, il va savoir dans le grand livre du gène, il va d'abord savoir dans quel livre, ACVRL1 ou endoglyne, et après il va savoir exactement à quel chapitre du livre il doit aller et à quelle page du livre. Donc ça sera beaucoup plus rapide. Donc l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on fait ce test génétique? Ça peut être pour confirmer la maladie. Alors, la plupart du temps, on n'a pas besoin de la génétique pour confirmer la maladie de Randu-Osler. Parce qu'en fait, quand on est devant nous… Alors, il y a une chose que je n'ai pas dit, je reviens un petit peu en arrière tout à l'heure sur les téléangiectasies. Pourquoi est-ce qu'elles sont que dans la bouche, sur les lèvres, sur la partie périphérique des doigts, au niveau du lobe des oreilles et pas ailleurs? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est très caractéristique, c'est vrai que quand on voit les photos que je vous ai montrées tout à l'heure avec les petites téléangiectasies sur les bords des doigts, et si on ne connaît pas la maladie, qu'on ne les cherche pas, on n'y pensera même pas à les chercher ou au niveau du lobe des oreilles. Si on a ces signes qui sont très spécifiques, en plus des gens qui saignent du nez, des épistaxies, c'est que l'ORL nous dit qu'il y a plein de téléangiectasies dans les fosses nasales et qu'en plus il y a une hérédité, on n'a pas besoin de la génétique pour confirmer la maladie. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est mieux de le faire parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça va surtout servir à la famille. Bon, on sait qu'avec certains gènes, peut-être qu'avec l'endoglyne, il y a un petit peu plus de malformations artério-veineuses pulmonaires, mais ça, bon, il y a des gens qui ont l'autre gène et qui ont quand même des MAF pulmonaires, donc il ne faut pas tenir compte de ça. Peut-être qu'à l'avenir, en fonction du gène, tout ça, on pourra proposer des traitements, mais en tout cas, ça permet de confirmer la maladie, donc qui servira à la famille. Parfois, on n'a pas tous les signes. Justement, quand on a un premier individu qui n'a pas l'histoire familiale ou qu'on a quelqu'un simplement qui a une histoire familiale mais qui saigne du nez, quand on n'a pas suffisamment de signes, là, ça nous permettra de confirmer la maladie ou au contraire de l'infirmer. Parce que nous, on voit de plus en plus de gens. Là, aujourd'hui encore, j'ai rendu un résultat de personnes qui étaient venues parce qu'elle saignait beaucoup du nez. Moi, je pensais qu'elle n'avait pas de signe de la maladie. Du coup, on lui a quand même fait la prise de sang, ce qui était un petit peu limite. Et en fait, on n'a pas trouvé de mutation. Mais ça nous permet, quand il n'y a pas tous les signes, de confirmer la maladie. Et puis ensuite, l'intérêt, ça va être surtout pour tester les apparentés quand la mutation est connue chez un membre atteint de la famille. Donc, on a un individu et du coup, évidemment, ça va représenter beaucoup de monde dans la famille. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, on a des conseillères en génétique qui peuvent comme ça voir les personnes apparentées. Parce qu'à partir du moment où on a un patient avec une maladie génétique, ça, c'est le problème de ces maladies. Et ce qui est compliqué pour les personnes parce qu'elles savent qu'elles risquent de le transmettre sur le plan psychologique. Mais quand on va avoir une personne atteinte, du coup, on va se retrouver avec beaucoup de personnes de la famille qui voudront savoir si elles sont atteintes ou non. Donc l'intérêt de les dépister, c'est pour leur proposer une surveillance avant que n'arrivent des complications. Donc là, je rappelle voilà, que dans cette famille, il peut y avoir, si on peut tester les enfants, c'était pour vous rappeler qu'il peut y avoir des formes graves. Ah oui, et que dans cette famille, par exemple, donc ceux-là sont malades. Il faut tester aussi ceux qui n'ont pas de symptômes, en particulier aussi ce frère. Alors c'est vrai qu'en avançant dans l'âge, d'avoir aucun signe, c'est plutôt rassurant. Mais il y a des personnes jeunes qui à 30 ans peuvent n'avoir aucun signe. Et si elles n'ont pas l'anomalie génétique, elles ne pourront pas la transmettre, elles pourront rassurer complètement leur descendance. Si par contre on leur trouve, chacun de leurs enfants aura 50% de risque d'avoir hérité. Et là, c'est pareil. Donc, il faut tester aussi les personnes qui n'ont pas de symptômes, particulièrement les personnes jeunes. Donc, le test, on va le faire chez des apparentés adultes non malades. On peut le faire chez des apparentés adultes non malades, donc soit chez ceux qui sont malades, mais une fois qu'on a identifié dans la famille ceux qui ne sont pas malades, s'ils sont porteurs de l'anomalie génétique, ça permettra de manière précoce de dépister des MAF pulmonaires, les MAF hépatiques,
plus ou moins cérébrales. Ça dépend un petit peu s'il y en a. Les cérébrales, ce n'est pas systématique, mais ça dépend s'il y en a déjà eu dans la famille ou pas. Parce qu'on pourra dépister une MAF pulmonaire avant qu'il y ait des complications, la traiter en l'obturant avec entre guillemets un stent, et pour éviter que tout d'un coup, la maladie se révèle par un accident vasculaire cérébral, par un abcès cérébral où il peut y avoir des complications, ou une septicémie grave. Hépatique, ça se complique surtout sur le plan cardiaque, ça donne une insuffisance cardiaque. Voilà. Et puis, statistiquement, ça permettra d'en rassurer 50% en statistique. Et ceux-là, ils ne développeront pas la maladie et ils ne pourront pas la transmettre à leur descendance. Et puis, de tester aussi les enfants mineurs. Je vous l'ai mis à part parce que il y a la loi de bioéthique qui dit que on ne peut, en fait, un adulte, on l'informe qu'il y a une maladie génétique dans sa famille et après, c'est lui qui décide s'il fait le test ou pas, mais il a la liberté de décider. Et en fait, les enfants mineurs, si c'est leurs parents qui décident pour eux, pour d'autres maladies, ils n'auront pas le choix de décider quand ils seront majeurs. Donc, la loi de bioéthique a dit qu'on ne pouvait pas faire de tests génétiques chez des enfants mineurs asymptomatiques, c'est-à-dire des enfants sains, sauf s'il y a un bénéfice pour eux en termes d'examen ou de prise en charge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à penser qu'il faut faire des scanners pour surveiller, le scanner, c'est presque plus invasif que de faire une prise de sang. Donc là, on autorise, et puis c'est même conseillé dans la maladie de Randy-Osler, de tester les enfants mineurs, car il y a une surveillance à leur proposer, parce que le problème majeur chez les enfants, outre la malformation artério-veineuse cérébrale, qui peut se réveiller de manière brutale, c'est surtout le dépistage des malformations artério-veineuses pulmonaires qui peuvent se révéler aussi chez les enfants. Donc, j'ai fini. En conclusion, sur le plan génétique, c'est une maladie autosomique dominante à expressivité variable. Le test génétique, il est utile surtout pour le dépistage dans la famille. Peut-être qu'à l'avenir, on aura des traitements en fonction du gène concerné ou de la mutation. Ça ne sera pas les mêmes traitements. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien de documenter sur le plan génétique tous ceux qui ont une maladie génétique et qu'on peut documenter. Voilà, j'ai fini. Je mets juste fin au diaporama que je laisse ouvert s'il y a des personnes qui veulent. Et là, du coup, vous me voyez là à l'écran ou vous voyez? On voit les deux en fait, on vous voit D'accord. et Ah, d'accord. Vous voulez que j'arrête de partager? comme vous Moi, préférez. ça dépend. Non, non, moi, ça dépend ce qu'ils voient. Donc voilà, donc moi, je suis ouvert aux différentes questions. Peut-être que c'était un peu compliqué pour certains, pas assez compliqué pour d'autres. Voilà. Merci déjà pour cette présentation. On a reçu quelques questions déjà. Ah, par chat. Une qui Alors, où est-ce que je les vois? Alors, par le attendez, parce chat, que moi, du coup, ouais, alors moi, du coup, une qui pour ah oui, ben alors, tant que je c'est, partage, je peux pas avoir accès au chat, en fait, c'est ça? Donc, il je faut peux que vous les j'arrête de poser si vous voulez. partager, parce que je crois que je peux pas. Attends, désactiver, arrêter la vidéo, participant. Ah, question-réponse, là. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ah, voilà. D'accord, ok. Alors, les généticiens sont-ils en lien avec les dermatologues ou les angiologues? Oui, on est en lien, mais c'est vrai que c'est pas avec ceux avec lesquels on est le plus en lien. Avec les angiologues, pas tellement. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez angiologue, parce qu'il y a ce qu'on appelle des médecins vasculaires. Nous, effectivement, au CHU, ici, on est en lien avec des médecins vasculaires qui connaissent la maladie. Les dermatologues, disons que comme il n'y a pas de traitement, si on leur envoie, on est en lien pour traiter, par exemple, quand il y a des télangiectasies cutanées qui sont trop invalidantes ou qui sont mal supportées sur le plan esthétique. Si, on se met en lien avec. Alors, il y a marqué colloque. Dans des colloques, en fait, non, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a 2 ans, j'avais été invitée à un congrès de médecine vasculaire. Là, c'était des angiologues, mais nous, on est à leur disposition pour aller leur en parler. Mais eux, en fait, ils connaissent et donc quand ils voient commencer, ils envoient. Alors, sinon, doit-on obligatoirement passer pour consulter un généticien? Alors, euh, ça, en fait, ça dépend du parcours du patient par rapport au remboursement. Enfin, moi, la plupart des gens qu'on voit arriver ne sont pas forcément envoyés par leur médecin traitant.
Je pense que c'est mieux parce que si on a une lettre du médecin traitant, mais de toute façon, on lui fait un courrier au médecin traitant, nous, sur les maladies rares, par les courriers, ça nous permet de leur faire de la formation continue. Mais ce n'est pas une obligation. Je dirais que le seul problème, c'est un jour peut-être que la sécurité sociale dira qu'elle ne prend pas en charge parce que ce n'est pas passé par un médecin généraliste. On n'a jamais eu de contrôle. Et en plus, quand les gens viennent dans des centres, alors, viennent en plus dans des centres de référence ou de compétences maladies rares, en général, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas une obligation. Qui est-ce qui confond grain de beauté et rendu ossellaire? Alors ça, les dermatologues, ça m'étonnerait quand même, hein. Franchement, un grain de beauté, ça n'a rien à voir avec une téléangiectasie. Donc ça m'étonnerait qu'ils qu'ils- qu'ils confondent ça. Enfin, d'autres médecins, oui, ou les médecins, mais les grains de beauté, enfin, je pense pas, parce que c'est quand même leur spécialité aux dermatologues, les grains de beauté. Je vois que c'est Monsieur Bidot, que je connais, qui demande pour un jour stopper la mutation vers la descendance. Alors ça, je sais que c'est un gros problème. En fait, indirectement, là, vous posez la question à laquelle je m'attendais un peu. Il y a déjà des possibilités. Parce qu'en fait, il y a l'histoire du diagnostic prénatal. Parce qu'en fait, nous, ça nous arrive dans des familles où il y a eu des formes graves. Moi, je pense à une jeune femme que je connais qui qui est paraplégique depuis l'âge de 2 ans parce qu'elle avait une mave au niveau de la moelle épinière qui s'est rompue, qui a entraîné une hémorragie. Il y en a d'autres cas dans sa famille d'ailleurs, qui a entraîné elle est paraplégique. Et du coup, pour un premier enfant, elle n'a pas demandé de diagnostic prénatal, mais du coup, pour un deuxième, elle a demandé un diagnostic prénatal. L'enfant n'était pas atteint, mais c'est un moyen d'arrêter la transmission de la mutation. Voilà, mais il y a quand même un problème éthique. Et quand la maladie n'est pas très grave, on ne peut pas accepter une interruption médicale de grossesse chez un enfant, d'autant que je vous ai bien expliqué qu'on ne savait pas comment il allait évoluer puisque l'expressivité est très variable. Arrêter la mutation au jour d'aujourd'hui, c'est pas tellement possible. Soit pour de la thérapie, il faudrait aller faire de la thérapie génique dans les spermatozoïdes ou dans les ovocytes. Donc c'est pas. Moi, je pense que le mieux, je crois plus à essayer de trouver un vrai traitement qui permettra de mieux guérir ou en tout cas d'arrêter la maladie. Mais arrêter la mutation au jour d'aujourd'hui, ça viendra peut-être, mais j'ai pas la réponse exacte à cette question. Et il y a une dame, merci. Est-ce qu'il existe des... Ah voilà, c'est la même question. Ce qu'on appelle la thérapie génique. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu dire que c'était important. Alors, la thérapie génique, c'est effectivement, c'est d'aller réparer cette faute d'orthographe, une délétion. Le problème, c'est que du coup, il faudra un traitement parce que dans ce grand livre, je vous l'ai peut-être déjà dit que sont les gènes ACVRL1 ou endoglyne. Dans chaque famille, la faute d'orthographe va être différente. Il y en a chez une, ça va être au début du livre, chez les autres à la fin du livre, chez les autres au milieu. Et donc, pour réparer, ça veut dire que pour chaque famille, il faudra mettre au point une thérapie génique. Ça, c'est la première chose. Donc, moi, quelque part, la thérapie génique, c'est vrai que ça pourra servir, par exemple, pour des maladies non génétiques comme le cancer. Mais finalement, l'idéal, ça serait plutôt plutôt que d'agir au niveau du gène, d'agir au niveau de la protéine, et ça serait peut-être le même traitement pour tout le monde, mais de trouver un traitement médicamenteux qui marche. Je voulais signaler d'ailleurs qu'il y a déjà un petit peu l'Avastin, hein. Vous savez que l'Avastin, qui est un anti-angiogénique, et d'ailleurs j'en reviens un petit peu, je peux vous remettre un petit peu, je vais vous remettre la diapositive du gène. Alors attendez, ça je vais le pousser là. Voilà. La diapositive du gène, c'est parce qu'on a compris, ce qui ne marchait pas à partir du gène, on a compris ce qui ne marchait pas dans la maladie de Randy-Osler. Et en même temps, il y avait déjà des traitements anti-angiogéniques, hein, donc qui vont arrêter la progression de l'angiogénèse, qu'on s'est dit, alors il y a des médicaments qui avaient déjà été trouvés dans le cancer, parce que dans le cancer, les tumeurs, elles ont plein de vaisseaux qui les vascularisent. Et donc, en faisant un traitement anti-angiogénique,
on arrête les vaisseaux, on arrête, on arrête les vaisseaux dans les tumeurs. La tumeur, elle n'est plus nourrie et elle va mourir. Donc, il y avait des traitements anti-angiogéniques qui étaient déjà connus dans la maladie de Randy-Osler. Et du coup, on s'est dit, ben, pourquoi on les utilise Non, qui étaient connus, excusez-moi, dans le cancer. Et on s'est dit, qui est une maladie acquise. Et on s'est dit, ben, pourquoi ça ne marcherait pas des traitements anti-angiogéniques quand on a compris que dans cette maladie, c'est parce qu'il y avait une angiogénèse qui était trop importante. Donc déjà, il y a un traitement qui est l'Avastin, qui est un anti-angiogénique. On sait que ça marche très bien sur les formes hépatiques qui deviennent sévères. L'équipe française de Sophie Dupuy-Juraud a été la première à faire une publication internationale sur ce traitement parce que c'est elle qui a mis au point le premier essai clinique pour essayer l'Avastin dans les formes hépatiques. Depuis qu'elle a fait la publication, c'est quelque chose qui est accepté. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que moi, je suis allée dans des congrès internationaux à l'étranger. Sophie Dupuy-Giraud, d'avoir fait ce test, d'avoir fait cet essai clinique, elle était extrêmement reconnue par toutes les personnes, enfin à l'international du traitement de l'angiogénèse. Ça marche très bien un petit peu sur les formes plutôt digestives basses. On ne sait pas encore très bien si ça marche au niveau des épistaxis. Vous savez qu'on a essayé, il y a eu des essais thérapeutiques pour essayer de mettre l'Avastin à l'intérieur du nez en spray nasal. Et en fait, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que cette protéine-là est beaucoup trop grande. Et comme elle est beaucoup trop grande, elle ne passe pas la muqueuse nasale. Donc pour l'instant, l'Avastin, il ne marche qu'en perfusion pour ces formes-là. Mais petit à petit, on va améliorer tout ça. Il y a d'autres essais qui sont en cours. Bonjour, une personne atteinte de la maladie de Randy-Osler doit-elle le signaler sur le questionnaire pour l'assurance d'une demande de prêt bancaire? Alors, là, donc, ça, c'est le problème de déclarer une maladie. Ben oui, si vous faites un emprunt, qu'on vous demande si vous avez des maladies, que vous avez des symptômes, que vous le savez, vous êtes un peu obligé de le dire. En fait, derrière votre question, c'est surtout que il y a aussi, je vous ai dit tout à l'heure, qu'on testait des personnes, des enfants ou des adultes jeunes qui n'ont aucun symptôme et on va trouver qu'ils sont porteurs de l'anomalie génétique. Donc, dans ces cas-là, une maladie, alors parce que avoir la maladie, ça ne veut pas dire avoir le gène. Avoir la maladie, ça veut dire avoir des symptômes. Et c'est pour ça que je parlais de transmission d'une prédisposition à la maladie. Avoir la maladie de Randy-Osler, c'est avoir des symptômes, c'est avoir des épistaxis, c'est avoir des télangiectasies, voilà, différents problèmes. Si on a été testé, qu'on a la mutation, mais qu'on n'a pas de symptômes, on n'est pas obligé de déclarer, aux assurances. Là où ça se complique, c'est qu'une personne qui n'a pas d'épistaxis, qui n'a pas de télangiectasie cutanée, on lui fait le test, on trouve qu'elle est porteuse. Du coup, on lui fait un bilan de la maladie et on trouve par exemple qu'elle a une malformation artério-veineuse pulmonaire ou une malformation artério-veineuse cérébrale. À ce moment-là, on ne peut plus dire qu'elle est asymptomatique parce qu'on a trouvé quelque chose et on sait que ça peut se compliquer. Donc, autant si on n'a aucun symptôme, on n'a pas à le déclarer, mais dès qu'on sait qu'on a des problèmes avec la maladie, vous êtes obligé de la déclarer. Mais pas, on n'a pas à déclarer juste sur un résultat de test génétique. Ça, en France, on n'a pas le droit de discriminer des personnes. Bon, si on transfère ça sur les personnes prédisposées au cancer, dans les familles de cancer, ceux qui ont la prédisposition mais qui sont surveillés, qui n'ont pas de cancer, n'ont pas à le déclarer. Par contre, à partir du moment où la maladie se déclare, là, il faut la déclarer. L'anémie, oui, ça c'est un peu compliqué. L'anémie peut-elle aggraver la maladie de Randy-Osler? C'est plutôt la maladie de Randy. Le problème, c'est que l'anémie, c'est la maladie de Randy-Osler qui cause l'anémie. Alors, je ne sais pas, ça dépend. C'est difficile de parler en général, mais en général, c'est plutôt les gens qui ont une maladie de Randy-Osler. S'ils saignent beaucoup du nez, ils ont une anémie. Donc après, le problème, c'est que l'anémie, elle peut être aggravée. Ils ont une anémie. Donc c'est plutôt le contraire, hein. C'est la maladie de Randy-Osler qui est à l'origine de l'anémie. Et à ce moment-là, c'est pas normal d'être anémique, hein. Il faut aller consulter des spécialistes parce que soit on peut prendre du fer pour corriger l'anémie, soit pour voir s'il y a d'anémie, c'est peut-être que la personne elle saigne dans son tube digestif sans s'en rendre compte, hein, qu'il faut faire des endoscopies ou des coloscopies. Voilà. Mais là,
on est un peu sur l'histoire du traitement, ce qui n'est pas tout à fait l'objet de mon topo. Alors, je suis sous Avastin depuis 5 ans maintenant. Cela m'a changé la vie. Par contre, j'ai une chambre implantable. Depuis 1 an, je recommence à saigner. Pour l'instant, je suis en hôpital de jour tous les mois, mais je vais certainement passer car je suis maintenant obligée de refaire des perfusions de fer. Ben, le problème, ce que vous soulignez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est vrai que vous voyez que l'Avastin, ça transforme des personnes. Le problème, c'est que c'est une maladie qui s'aggrave avec l'âge. Ça, c'est inéluctable. C'est-à-dire que cette maladie, elle s'aggrave avec l'âge et puis en plus, elle évolue par crise. Moi, je ne vois pas le rapport avec la chambre implantable. Euh, et c'est vrai que du coup, on peut rapprocher les doses ou augmenter les doses. Et puis surtout, mais là, je suis sûre que si vous êtes sous Avastin, vous êtes suivi par un très bon centre, je pense. Parce que surtout, voir si l'anémie revient, est-ce qu'il n'y a pas une autre cause de saignement? Est-ce que c'est que des saignements de nez? Enfin voilà, toujours penser à rechercher la cause des saignements. Si on l'a trouvée et qu'on ne peut pas la soigner, on peut la compenser par du fer et puis l'Avastin peut diminuer. Bonjour, ben, c'est toujours pareil, les gens ils donnent pas leur âge. Ah ben c'est sûr que c'est pas un traitement qui guérit, hein. Quand là c'est Ghislaine, hein, qui dit je suis sous Avastin en perfusion depuis 1 an, j'ai peur d'avoir des perfusions toute ma vie. Si c'est à vous de voir, si ça vous améliore, si vous êtes mieux avec les perfusions. Vous savez, il y a des diabétiques, ils ont de l'insuline toute leur vie. Alors évidemment, ils peuvent le faire à domicile, les choses sont beaucoup améliorées. Voilà, après, si on n'aime pas les perfusions, il y en a qui préfèrent finalement avoir leur saignement. Ouais, pour l'instant, on n'a pas d'autre chose. Ah, Chantal, elle a 65 ans. Ben oui, c'est une maladie qui s'aggrave un peu en vieillissant, donc ça peut être là. Suzanne. Ben non, justement, un parent avec atteinte hépatique ne transmet pas forcément une atteinte hépatique. Je vous ai dit, non, non, pas du tout. Ça peut être quelqu'un, un enfant peut avoir que des saignements de nez ou d'autres choses. Donc, c'est pas du tout sûr que l'enfant ait une atteinte hépatique. C'est ce que je vous expliquais avec l'expressivité variable. Et j'en profite pour dire une chose d'ailleurs, l'histoire de la prise en charge à 100%. Parce que ce n'est pas le nom d'une maladie qui va donner droit à une prise en charge à 100%. C'est un peu les signes qu'on en a. Moi, je suivais une dame qui avait une malformation artério-veineuse pulmonaire. Là, c'est quelque chose qui est grave. Il peut y avoir des risques. Il faut faire une obturation. Donc là, et elle avait beaucoup de rendez-vous. Ça justifie une prise en charge à 100%. Et du coup, sa fille, que j'avais testée jeune, 20-25 ans, mais qui n'avait aucun symptôme, voulait être prise en charge à 100%. Ben, je lui ai expliqué que non, qu'elle n'avait pas de symptômes, qu'il n'y avait aucune raison qu'elle soit prise en charge à 100% puisqu'elle n'avait pas d'examen, un bilan tous les 5 ans pour dépistage. Voilà, donc ça, c'est une chose importante que je voulais dire. Pourquoi parlons-nous de la maladie de Randy-Osler? Ben, je ne comprends pas la question là. Ah oui, bah, c'est quand même, il y a des gens qui saignent du nez, hein, ils sont quand même malades, ils ont des. Ouais, bon. Si j'arrête le. Là, je pense qu'on n'est plus du tout dans la génétique, hein, je comprends bien que c'est ça qui vous intéresse, mais si j'arrête le traitement, ben, ça peut. Non, mais il faut essayer parce qu'il y a des personnes chez qui on arrête parce qu'elles en ont marre et puis finalement, ça dure un certain temps où elles en ont pas et puis elles reprennent. Ça, c'est à discuter. Mais c'est pas bien de discuter de son cas personnel. Il faut discuter de vos cas personnels avec vos médecins. Non, la MAV hépatique n'engendre pas la MAV pulmonaire. C'est des localisations différentes. Par contre, enfin, je comprends peut-être le sens de la question, mais ça, c'est vraiment à Madame Dupuy-Giraud qu'il fallait poser toutes ces questions. Euh, la MAV hépatique, en fait, je comprends parce qu'il y a des gens qui ont une malformation artério-veineuse hépatique qui va entraîner, c'est pas une MAV pulmonaire que ça va entraîner une. Et franchement, c'est pas mon domaine, hein. Ça va entraîner ce qu'on appelle une sténose de l'artère pulmonaire, je crois, mais je ne trouve pas le nom exact. Et donc, il va y avoir une complication au niveau de pulmonaire, mais qui n'est pas la MAF pulmonaire. La MAF pulmonaire, c'est complètement autre chose qu'on peut obturer, mais c'est vrai que la malformation artério-veineuse hépatique, en fait, elle va avoir trop de débit. Enfin, il va y avoir trop de débit qui arrive au niveau du cœur. Du coup, ça fatigue le cœur. C'est une MAV hépatique, ça va surtout fatiguer le cœur. Mais il va y avoir, alors au niveau pulmonaire, je ne me souviens plus, mais ça n'a rien à voir. Voilà. L'Avastin, je ne sais pas. Franchement,
il n'est pas préconisé chez l'enfant. De toute façon, c'est rare qu'il y en ait besoin. Franchement, il y a pas de, c'est rare qu'on en ait besoin très tôt parce que je vous dis, ça s'arrête. Moi, je ne pensais pas que j'avais un topo à faire sur la vaste. Bonjour. Quand on parle de pénétrance complète, quand on parle de pénétrance complète, ça veut dire que quand on parle de pénétrance complète, ça veut dire que la maladie va toujours se transmettre de la même manière. Bon, il y a des maladies, par exemple, comme la chorée de Huntington, la maladie, oui, qui est une maladie neurodégénérative. On sait que les gens, s'ils ont l'anomalie génétique, ils vont la développer de manière certaine et toujours de la même manière. Il y a des maladies comme la polykystose rénale. La polykystose rénale, c'est des personnes qui ont des kystes au niveau des reins, qui peut s'aggraver vers une insuffisance rénale. Les personnes qui ont le gène, elles vont développer la maladie au niveau rénal. Donc, c'est ça qu'on appelle pénétrance complète. Et en plus, ah oui, non, pénétrance complète. Et ça veut dire que toutes les. Alors, on va dire que dans la maladie de Randy-Osler, ça, j'en ai pas parlé, la maladie, elle est quasi à pénétrance complète, mais à partir d'un certain âge. Ça veut dire, je suis désolée hein, là, mais parce qu'on est en fin de journée et ça me demande, je suis fatiguée, c'est pour ça que j'ai du mal à fixer mon attention. Mais la pénétrance, à parler comme ça tout le temps, c'est fatigant. La pénétrance complète, c'est qu'en fait, toute personne qui a l'anomalie génétique va développer la maladie. Dans la maladie de Randy-Osler, c'est vrai à partir d'un certain âge. Si à 50 ans, enfin, il est exceptionnel, rarissime, qu'une personne à 50 ans qui a l'anomalie génétique n'ait aucun signe de la maladie. Donc ça veut dire ça. Bon, par contre, si on considère l'âge de 20 ans ou 30 ans, là, on peut dire que la pénétrance peut être incomplète, puisqu'à ce moment-là, la personne n'aura pas de symptômes. Mais c'est ça que ça veut dire pénétrance. En fait, la maladie de Randy-Osler, c'est une maladie à pénétrance complète à partir d'un certain âge et à expressivité variable. Alors, puisque l'on sait que les hémorragies qui grossissent, à quoi sert-il d'arrêter le saignement qui est souvent peu probant malgré les différentes. C'est parce que une fois, le saignement, il est dû au fait que le vaisseau est trop gros. C'est sûr que d'arrêter le saignement, ça ne va pas enlever la télangiectasie, d'arrêter le saignement. Par contre, effectivement, ce qu'on fait parfois quand même au niveau du nez, c'est qu'on va aller, comme on fait au niveau de la malformation artério-veineuse pulmonaire, on peut boucher le gros vaisseau. On les bouche hein, avec une colle ou avec autre chose. Donc voilà. C'est compliqué là. La réponse, en fait, c'est plus compliqué de répondre à des questions par chat qu'avec des gens qui parlent, parce que moi, quand les gens parlent, on peut, on a un peu de, voilà. Bon, voilà. Donc peut-être que c'est bien, c'est la fin là, c'est ça, je pense, non? Oui, 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 ça va être l'heure. Moi, j'avais reçu une question qui était Ou j'ai revenue pas répondu, allez-y. vers moi. C'était est-ce que la maladie de Randy-Osler peut sauter une génération? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé si leurs enfants ne sont pas atteints. Oui, Est-ce que alors, c'est possible que leurs petits-enfants le soient? alors, a priori, si leurs enfants ne sont pas atteints, ça dépend de l'âge. C'est-à-dire que leurs enfants qui ne sont pas atteints, moi, je peux pas leur. Non, ça peut sauter des générations, c'est sûr. Mais par contre, si leurs enfants font le test génétique et qu'ils n'ont pas la maladie, là, il n'y aura pas de saut de génération parce qu'ils ne pourront plus jamais la transmettre. Mais des personnes de 50, 60 ans qui ont des enfants de 30 ans, 25 ans, qui n'ont pas de signes, on ne peut pas savoir s'ils ne sont pas hérités. Donc, s'ils en ont hérité, ils risquent de développer la maladie plus tard et du coup, il y a un risque pour leurs propres enfants. Si par contre, ils font le test génétique et qu'ils ne l'ont pas, il n'y a que le test génétique qui permet de dire qu'on n'a pas hérité, qu'il n'y a pas de risque de le transmettre à la descendance. Et j'avais reçu une dernière question Ouais. aussi qui était est-ce qu'il y a d'autres gènes en cause de la maladie de Randy-Osler autres que ACVRL1 et Oui, alors ceux-là, ils représentent plus de 90% des maladies. Il y a une autre, alors ah oui, j'ai laissé le chemin là. Il y a une autre protéine qui s'appelle SMAD4, ici là d'ailleurs, elle est sur le schéma. Et vous voyez qu'elle est dans le même, elle est au niveau du vert là. SMAD4, c'est très très rarement et celle-ci, elle peut aussi prédisposer à des polypes coliques. C'est un gène qui est connu dans les polyposes coliques familiales, mais qu'on rencontre, mais c'est dans 1 à 2% des cas, c'est très très rare. Et après, il y a d'autres gènes encore plus rares qui ne sont pas des vraies maladies de Randy-Osler et dont je ne me souviens plus le nom par cœur, là, comme ça. EPDH4 ou je ne sais plus D'accord, exactement. merci pour vos réponses du coup.
Ok. Je pense qu'on a répondu de toute façon à la plupart des questions sur la génétique. Donc, merci pour votre Attendez, je intervention. regarde, je descends encore. Alors, merci. Ah oui, voilà, j'ai informé. Ah oui, j'avais pas été jusqu'en bas. Alors, attendez, j'essaie de regarder quand même, hein. Alors, quand on parle, voilà, puisque l'on sait d'accord, une fois que l'on a vu le généticien pour le diagnostic, faut-il le revoir après? Ça dépend des centres. Parce que moi, en fait, moi, je les confie, parce que moi, je suis anciennement pédiatre de ma génération. Moi, je suis coordonnateur du centre, mais je ne suis pas du tout pneumologue ni quoi que ce soit. Donc, ça, c'est le centre qui oriente. Mais une fois qu'on sait son statut, moi, je confie à d'autres personnes qui prennent en charge la maladie, soit un pneumologue, soit mon jeune collègue. Voilà. Euh, alors là, ça n'a rien à voir, les fausses couches. Enfin, je ne sais pas si c'est des fausses couches dans la maladie de Randy-Osler, mais à mon avis, enfin, je ne suis pas au courant qu'il y ait plus de fausses couches sur la maladie de Randy-Osler. Donc, par contre, si c'est pour d'autres raisons, oui, ça vaut le coup de conseiller de consulter, mais ça n'a rien à voir avec le topo. J'ai informé de ma mutation et de l'importance. Sans symptômes, ils n'ont pas fait le choix. Euh, Ben, vous pouvez leur montrer l'arbre généalogique de l'enfant qui a fait, voilà, mais d'un autre côté, sinon ça les angoisse, de l'arbre généalogique qui tout d'un coup, il y a une forme sévère qui arrive chez un enfant, alors que si on dépiste à l'avance, on pourrait éviter. Voilà. OK. Qu'est-ce que la forme américaine? Je ne connais pas la forme américaine de la maladie, je ne la connais pas. C'est le nom qui est différent. En américain ou en anglais, ça s'appelle HHT, Hereditary Hemorrhagic Telangiectasie, mais je ne connais pas la forme américaine. Voilà, c'est bon? Il y en a encore? Non, je crois qu'on a été au bout. Ok, bon. Ben, écoutez, ben, merci à tous d'avoir écouté ça. Et puis, ben, bonne soirée à tous et puis à bientôt. Au Oui, revoir. bonne soirée, merci à vous. Au revoir, bonsoir. Et puis merci à vous de Au l'avoir revoir. organisé. Merci, au revoir. Ça marche très bien, hein, c'était super, hein, la visio, tout marche très bien.